Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, après avoir vu comment fonctionnaient les blockchains, ce qu'était la crypto-monnaie, les applications qu'il y avait dans la blockchain, on va voir aujourd'hui l'écosystème de la blockchain. Donc pour ça, j'ai sélectionné pour vous une image qu'on va voir tout de suite qui représente tout l'écosystème de la blockchain. Donc vous voyez sur cette image de Josh Nussbaum toutes les différentes catégories qui font partie de l'écosystème de la blockchain. Cette image n'est pas récente, elle date de 2017. Néanmoins, on y retrouve toujours toutes les mêmes catégories. Bien sûr, il y a de plus en plus de projets qui y sont ajoutés. J'en parlerai peut-être de projets qui ne font pas partie de ces catégories-là, mais cela représente vraiment l'univers entier de l'écosystème, comme on l'appelle, de la blockchain. Ce qu'il faut savoir avant que je commence, c'est que je vais sûrement scinder cette vidéo en deux parties, donc en deux vidéos. Je ferai cette vidéo déjà sur les 4 premiers grands thèmes et je ferai une deuxième vidéo pour les 4 autres grands thèmes afin d'éviter que la vidéo soit trop lourde et longue pour vous à voir. Autre chose que je voulais vous dire, ce n'est pas parce qu'un projet est classé dans une catégorie qu'il est forcément condamné à rester dans cette catégorie-là. Un projet peut très bien faire partie de plusieurs catégories. Et une dernière chose, je ne vais pas m'attarder à présenter tous les projets dans chaque catégorie, je vais vraiment présenter les catégories dans leurs ensembles et vraiment les catégories qui en valent la peine, j'approfondirai un peu plus. On passe tout de suite à la première partie. Donc la première partie, ça va parler des currencies, donc c'est tout ce qui est les devises. Donc dans cette catégorie-là, on va voir les différentes catégories qui sont le base layer protocol. Déjà, le base layer protocol, ça va être tous les protocoles qui vont servir par exemple comme stock de valeur, comme moyen d'échange ou alors comme unité de compte. On va voir par exemple dans cette catégorie-là Bitcoin, Litecoin, les deux plus gros connus. Dans la catégorie d'en dessous, Payment, on va voir les systèmes, les protocoles qui servent à faciliter les transactions. Par exemple, on va avoir Ripple qui va servir aux institutions et aux banques notamment à s'envoyer des grosses sommes d'argent avec des frais vraiment réduits. Ce qui les arrange puisque les banques sont sans cesse en train de s'échanger des fonds, mais elles le faisaient, du moins avant, avec des anciens protocoles et les frais n'étaient pas les mêmes. Là, on est vraiment sur quelques centimes, voire quelques dollars de frais pour des millions de dollars. Ensuite, la catégorie d'en dessous, ça va être la catégorie privacy. Là, on va être sur l'anonyme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma première vidéo, je vous disais que Bitcoin n'était pas totalement anonyme. Par contre, il y a des projets, des protocoles qui ont, eux, pour but de vous rendre totalement anonyme et intraçable grâce à leur protocole. C'est notamment utilisé par les entreprises qui veulent sécuriser des transactions, ne pas montrer à leurs concurrents qu'elles ont acheté quelque chose afin de continuer leur stratégie et de ne pas être copiées par le concurrent. Dans la catégorie d'après, donc on va être sur tous les outils de développement. Donc c'est les outils qui vont servir aux développeurs pour créer des applications, vous permettre d'interagir avec la blockchain directement. Aujourd'hui, si vous pouvez interagir avec la blockchain, c'est bien puisqu'il y a des interfaces utilisateurs, des EA, qui vous permettent facilement d'interagir avec la blockchain. Donc c'est à ça que servent les outils de développement. La base des outils de développement, ça va être les smart contracts. Donc le plus connu, ça va être Ethereum, qui est beaucoup chargé en ce moment, c'est pour ça qu'on a des frais de réseau énormes. Mais beaucoup de développeurs utilisent Ethereum pour développer de nombreux projets. On voit énormément de projets qui sont développés sur Ethereum et c'est pour ça que Ethereum est un outil vraiment pour les développeurs. Dans la catégorie scaling, juste en dessous, on va voir, ça va être des projets qui vont servir à augmenter la scalabilité des blockchains déjà existantes. Donc la scalabilité, déjà, c'est quoi? La scalabilité, ça va être surtout le nombre de transactions par seconde que permet une blockchain. Pour vous donner un bon exemple, Visa, c'est à peu près 4000 transactions par seconde. Lorsque Bitcoin, c'est à peu près 5 transactions par seconde et Ethereum, entre 10 et 15. Donc si on veut une adoption de masse, il faut vraiment une scalabilité. Et les projets que l'on voit en dessous servent à ça. Dans la catégorie scaling, c'est des projets qui ont pour but d'augmenter la scalabilité des blockchains existantes. La catégorie en dessous, ensuite, on va voir les oracles. Donc les oracles, qu'est-ce qu'un oracle? Donc c'est un protocole qui va permettre de récupérer des données du monde extérieur, donc le vrai monde, si on peut l'appeler comme ça. Donc par exemple, on peut avoir besoin comme données les résultats d'un match sportif, la météo. Tout ça peut être intéressant d'être intégré dans la blockchain. Et les oracles permettent de rentrer ces données dans le monde de la blockchain, qui est un monde entièrement numérique et qui ne détient pas de données à moins qu'on lui en mette. La catégorie d'en dessous, donc ça va être au niveau de la sécurité, ça va être des applications ou des protocoles qui permettent de développer directement des smart contracts déjà faits, qui sont audités
et sécurisés. Et ces protocoles-là peuvent également servir à faire des audits de projets qui veulent s'insérer dans le monde de la crypto-monnaie. Ensuite, on va avoir la catégorie légale. Dans la catégorie légale, on va avoir deux principales choses. On va avoir par exemple les tribunaux décentralisés. On en connaît un bien connu qui est Aragon, qui permet de juger directement dans le monde de la blockchain sur des petits conflits entre particuliers. Et ensuite, on va avoir aussi par exemple d'autres protocoles comme CodeLegit qui vont permettre de créer des contrats, donc des smart contracts, dans des pays en respectant les lois en vigueur dans ce pays-là. Donc c'est vraiment leur intention, c'est de créer des contrats qui soient en vigueur dans la loi, ce qui permet aux utilisateurs de ne rien craindre en utilisant ces contrats-là. Ensuite, vient une catégorie super importante qui va être l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est quoi? C'est de permettre aux différentes blockchains, aux différents protocoles de pouvoir communiquer entre eux. Si chaque protocole se développe et qu'il est vraiment dans son réseau fermé, il n'y a aucun intérêt à avoir un écosystème de la blockchain. Chacun aurait son propre écosystème. L'interopérabilité sert à ça. Il permet donc à toutes les blockchains de communiquer entre elles et de créer vraiment ce réseau qui est l'écosystème de la blockchain. Ensuite, on vient sur la catégorie privacy. Dans la catégorie privacy, on va avoir des projets qui vont être par exemple comme NuCypher, qui va être du recryptage proxy pour vous assurer que vous soyez anonyme lorsque vous utilisez certains protocoles. Ensuite, on va avoir par exemple Rockchain qui va s'occuper de la confidentialité et du traitement des données. Donc voilà un peu ce qu'on va retrouver dans les catégories privacy. Et dans la dernière catégorie, on va avoir les DAGs, donc c'est un peu moins connu, c'est des réseaux acycliques graphiques, c'est ce que ça veut dire en anglais. IOTA par exemple est un réseau acyclique graphique, donc IOTA c'est l'internet des objets connectés. Ça va être des réseaux qui ne fonctionnent pas de la même façon que Ethereum ou Bitcoin par exemple. C'est vraiment une autre façon de voir le réseau. Ensuite, on va passer maintenant à la catégorie de la souveraineté. Donc dans cette catégorie-là, on va avoir pas mal de choses, mais vous allez voir, c'est des choses assez basiques, mais qui ont leur importance dans l'écosystème. On va commencer par la catégorie User Control Internet. Donc dans cette catégorie-là, on va avoir toutes les applications qui vous permettent vraiment de contrôler vos données, vos crypto-monnaies, qui vous permettent d'interagir également avec la blockchain. Par exemple, on voit qu'il y a le logo de MetaMask. Donc MetaMask, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un portefeuille, un wallet. Donc un wallet, c'est quoi? Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo vraiment plus profondément ce qu'est un wallet. Mais un wallet, pour vous faire simple, c'est ce qui vous permet de stocker vos cryptos en sécurité. Donc MetaMask, voilà, c'est un wallet qui peut se mettre directement sur un navigateur web. Voilà un peu, par exemple, une des applications de cette catégorie-là. Juste derrière, on voit qu'il y a la catégorie gouvernance. Donc la gouvernance, c'est quoi? Il y a plusieurs manières de le résumer. Donc on va voir par exemple les tribunaux décentralisés, c'est une manière de gouvernance. Mais il y a aussi la gouvernance dans les projets. Par exemple, vous investissez dans un projet, comme en bourse. En bourse, quand vous investissez dans une action, vous avez des droits de vote. La gouvernance, c'est aussi un peu cette chose-là. Il existe beaucoup de projets dans le domaine de la crypto où les projets sont gérés, gouvernés directement par les utilisateurs de l'écosystème, ce qui leur permet au projet de se développer en fonction des envies et des besoins des utilisateurs. Et je trouve ça vraiment important. Et c'est vraiment les utilisateurs du coup qui permettent le développement de tous ces projets-là. La catégorie juste après, ça va être tout ce qui est VPN. Donc vous savez, je pense ce qu'est un VPN, ce qui va vous servir à être anonymisé sur le réseau. Et là, on va le faire, ça va être sur des protocoles décentralisés. Dans la partie communication, on va retrouver tout ce qui sert à interagir dans la blockchain, ce qui va permettre aux utilisateurs de s'envoyer tout simplement des informations, à communiquer. Dans la partie identity, on va avoir de nombreuses choses. Surtout en ce moment, on voit de nombreux projets sortir dans ce domaine. On voit par exemple l'ICO de XSL Labs qui est en route. Donc XSL Labs, ça sert à quoi? Donc dans le domaine de l'identité, ça vous sert simplement à avoir une identité que vous pouvez entre guillemets conserver. Vous allez par exemple vous inscrire sur Binance, sur une plateforme, on va vous demander une vérification d'identité. Les plateformes qui seront alliées avec par exemple XSL Labs, le but c'est que vous ayez le contrôle de vos données. Vous allez une fois vérifier votre identité avec XSL Labs et tous les sites utilisant ce protocole vont permettre de vous connecter directement avec une vérification d'identité authentifiée puisqu'elle aura déjà été faite et qu'elle est
sécurisés par la blockchain. Dernière catégorie, ici, ça va être les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est quoi? C'est des crypto-monnaies qui vont être stables par rapport à un autre indice. On dit qu'elles vont être corrélées à quelque chose. Par exemple, l'USDT, donc c'est le Tether, ça va être un stablecoin corrélé au dollar. Donc il va varier en fonction de la variation du dollar. On peut avoir des stablecoins qui sont corrélés à l'or, par exemple. Donc cette catégorie-là est très importante puisqu'elle permet vraiment d'alimenter le marché en fiat. On arrive maintenant dans la catégorie FinTech. Donc dans la catégorie FinTech, on va avoir de nombreuses choses qu'on va beaucoup utiliser. La première catégorie, ça va être tout ce qui est le trading, les échanges centralisés, décentralisés. Donc le trading, c'est quoi? C'est ce qui vous sert à échanger une crypto-monnaie contre une autre, de la fiat contre la crypto-monnaie ou inversement. Donc dans les échanges centralisés, on va connaître par exemple tout ce qui est Binance, Coinbase, Swissborg, tout ça font partie des échanges centralisés. Et comme exchange décentralisé, on va avoir par exemple Uniswap, donc qui vous permet d'échanger sans avoir à mettre vos fonds dans une entreprise, dans un service centralisé. Ensuite, en dessous, on va avoir les assurances. Donc, ça va être plus réservé en partie pour les assureurs. Donc, c'est de plus en plus en train de se développer. Donc, dans cette catégorie-là, on va avoir des assurances en tout genre, des assurances vie, des assurances voiture. On peut vraiment tout imaginer dans le domaine des assurances. La catégorie d'en dessous, on va être dans le lending. Donc, le lending, c'est quoi? C'est vraiment le fait d'emprunter ou de prêter de la crypto-monnaie ou tout simplement des stablecoins ou de la fiat currency. Donc, ça va être quelque chose qui va être très important dans le domaine de la crypto-monnaie, ce qui est beaucoup utilisé. Donc on va par exemple, je veux emprunter 10 000 euros, mais pour ça, j'ai un bitcoin avec moi, mais je n'ai pas envie de vendre mon bitcoin, puisque je crois en bitcoin, je pense que sa valeur va continuer de monter, mais j'ai besoin de 10 000 euros. Donc je vais donner, on dit en collatéral, donc je vais donner mon bitcoin à un service, à un contrat décentralisé, qui va prendre mon bitcoin, le mettre en collatéral. Donc c'est une sorte de sécurité, puisque je ne peux pas hypothéquer ma maison dans la crypto. On va prendre mon bitcoin en collatéral. En échange, on va me prêter 10 000 euros. Et si je veux récupérer mon bitcoin, je dois rembourser les 10 000 euros avec les intérêts. Voilà un peu comment ça marche, le lending dans la crypto-monnaie. Et ensuite, dans cette catégorie-là, on va finir avec tout ce qui est les fonds d'investissement. Donc, on connaît vraiment les gros fonds d'investissement. Je vois que par exemple, dans cette catégorie-là, on ne voit pas Grayscale, mais Grayscale, c'est vraiment un fonds d'investissement qui investit énormément dans Bitcoin et aussi dans Ethereum, qui gère à peu près, bon, aujourd'hui c'est entre 25 plutôt, on se rapproche plutôt des 30 milliards de dollars. Donc voilà un peu ce que sont les fonds d'investissement, c'est ceux qui vont acheter de la crypto pour d'autres personnes comme des particuliers. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là, je continuerai les autres catégories dans une prochaine vidéo afin d'éviter que ce soit trop long pour vous et pour moi aussi. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. A tout de suite.